Bonjour à tous. Un petit rappel peut-être d'abord sur les précédentes rencontres, hein. Nous avions évoqué la question centrale de la gouvernance et des modes d'organisation des territoires, avec des témoignages de Poitiers, Draguignan et avec l'exemple du Grand Angoulême qui était très engagé dans le repérage foncier. Puis le 24 novembre dernier, nous nous sommes intéressés à la question sensible de la mobilisation du foncier, avec les interventions de la communauté d'agglomération de Dreux et celle de Grand-Bourg Agglomération, puis avec la présentation d'un très bel outil, Urban Simul, qui a été faite par le CEREMA. Alors, pour toutes celles et ceux qui n'auraient pas encore pu participer à ces rencontres, elles sont disponibles en replay, donc n'hésitez pas à aller sur le site du PUCA et de la NCT. Alors, aujourd'hui, nous allons consacrer cette table ronde aux enjeux de la planification et de la programmation foncière, comme l'a dit tout à l'heure Hélène. Et nous allons nous intéresser aussi à la nécessaire sensibilisation des acteurs locaux à ces outils encore trop souvent considérés comme des freins au développement des territoires. Et pour cela, nous nous rendrons successivement à Épernay, puis à Avignon, avant un temps d'échange. Et dans un deuxième temps, comme à chaque session du cercle, nous évoquerons les partenariats en écoutant le témoignage de Rennes Métropole, qui collabore avec l'agence d'urbanisme pour optimiser le potentiel foncier de ces zones d'activité. Mais avant tout, je vous propose que, comme à l'occasion de chaque réunion du cercle, on puisse écouter Sylvain Grisot, urbaniste du cabinet Dixit, en charge de l'AMO nationale du programme et qui va nous faire un panorama de l'avancement de l'expérimentation sur les 7 territoires pilotes. Alors donc, Sylvain, c'est à vous pour 10 minutes. Bonjour à toutes et à tous. Alors, vous le savez, hein, TPSF, c'est l'idée d'apprendre en marchant, mais pas d'apprendre tout seul. Donc, c'est un petit peu mon rôle, hein, de remonter finalement les apprentissages du terrain auprès du collectif, et c'est très certainement le rôle du cercle d'être ce collectif, ce lieu de partage. Alors, sur l'état d'avancement des 7 territoires, les 7 sont à l'ouvrage aujourd'hui. On a fini dans chacun de ces territoires-là cette fameuse phase 0, qui était à la fois une phase d'organisation interne, souvent, mais aussi de mobilisation de compétences, souvent externes, qui permettent d'engager cette phase 1, qui est ce moment qu'on a appelé la recherche du foncier invisible, cette question du où va-t-on travailler. Alors, on va en parler très largement avec Épernay, de ce démarrage de travail, mais tout le monde est à l'ouvrage. Tout le monde est à l'ouvrage, mais c'est sans doute justement le moment de revenir un petit peu en arrière et de commencer à capitaliser sur cette étape 0, cette étape d'organisation et cette étape de mobilisation aussi dans chacun des territoires. Alors, je vous propose de tracer quelques pistes de cet apprentissage qu'on a pu faire, et puis justement, ce sera l'occasion pour les territoires d'éventuellement compléter. Ça fait partie de notre rôle, c'est bien une phase d'expérimentation, et Roland-Michel Blaiseau l'a bien dit, c'est à la fois sur une question de montée en charge ou de généralisation. On a besoin d'apprendre de façon à savoir ce qu'on fera demain ailleurs. Alors, comment outiller des territoires pour passer à la sobriété foncière, mais pas au propos, au concret, à l'opérationnel, comme le disait Hélène. On a besoin d'un accompagnement spécifique. Et dans le cadre de TPSF, on a élaboré un mode d'accompagnement qui est particulier parce que c'est bel et bien une expérimentation. Donc, il y avait la volonté de mettre en œuvre différentes configurations, de tester finalement différentes solutions dans un monde du passage à l'opérationnel, de ces alternatives à l'étalement urbain sur lequel il n'y a pas réellement de consensus métier. À la fois sur les compétences à mobiliser, sur les modes d'organisation ou sur les méthodologies à adopter qui auraient permis de standardiser l'approche. Et puis aussi, au cœur de tout ça, et sans doute aussi au cœur de la logique d'action cœur de ville, il y avait la volonté de laisser les territoires, les collectivités, dans notre cas les EPCI, une pleine liberté d'organisation, à la fois sur la gouvernance locale de la démarche, mais aussi sur le pilotage de ces expertises. Donc, chaque territoire a été accompagné dans le recrutement d'AMO local, dont il assurera pleinement la maîtrise d'ouvrage. Alors, AMO local qui peuvent être des acteurs institutionnels locaux, on le verra, dans certains cas, c'est l'appui sur des agences d'urbanisme, l'appui sur des EPF ou leurs prestataires, mais aussi bien souvent des recrutements via des marchés publics d'ingénierie externe. Donc, c'est un temps important, cette phase 0. C'est la mobilisation de compétences externes, certes, mais aussi l'organisation interne du projet, avec une double nécessité, à la fois donner une place à chacun, mais aussi que chacun soit à sa place. Alors, ça a posé des questions d'organisation de la maîtrise d'ouvrage. On ne va pas se le cacher.
ça a été une surprise pour pas mal de voir l'ampleur de la mobilisation nécessaire. Et oui, il a fallu se mobiliser, et d'autant plus au démarrage, mobiliser en interne. Il y a un besoin de compétences internes, à la fois pour candidater à territoire pilote de sobriété foncière, mais aussi pour structurer une gouvernance locale, identifier des secteurs prioritaires, donc mener localement le débat, mais aussi, évidemment, monter ces consultations pour mobiliser des acteurs locaux permettant de passer au concret. Il y a donc besoin d'une ingénierie interne, quoi qu'il arrive, quoi qu'il en soit. Et c'est évidemment un enjeu important, même si il y a ce choix d'externalisation, parfois de 100% de la MO locale, et même s'il y avait le soutien du PUCA, voire même de moi-même. Ce n'est pas une mobilisation anecdotique. Les chefs de projet qu'on a en face de nous sont pour la plupart des directeurs et des directrices de services déjà très mobilisés, et qui ont donc d'autres responsabilités parce qu'on a besoin de compétences, mais aussi d'expérience et de temps. Et c'est sans doute sur cette question de la généralisation un aspect important auquel il faudra être attentif, c'est est-ce qu'on a une capacité interne à mobiliser et à piloter ces démarches exigeantes. Ensuite, on a pu constater aussi une place pour les élus locaux importante. Bien sûr, les élus sont présents de façon très, très variée, avec des modes de dialogue très, très variés, avec la naissance aussi de figures sur certains des territoires, de formes de binômes, techniciens-élus, avec une très forte présence d'élus, sans pour autant qu'il y ait une forme de perturbation du rôle de chacun. En tout cas, des rôles distincts, des rôles clairs, mais des formes de nouvelles relations aussi, avec une implication au quotidien de l'élu qui dépasse les arbitrages, qui dépasse les temps de mobilisation. Et puis, chacun a sa place, et notre place, avec le PUCA notamment, dans le cadre de la coordination nationale, ça a été l'idée d'être très proactif au début, avec des réunions de démarrage, mais aussi la transmission d'un cahier des charges, et puis progressivement d'accompagner les territoires, notamment dans la sélection et le recrutement de leurs AMO locales. Et puis, dès maintenant, ça va toujours être du soutien, mais plus en retrait, de façon à ne pas perturber cette relation entre une AMO locale et une maîtrise d'ouvrage qui est gérée par le territoire. Alors, la stratégie de consultation, je ne vais pas revenir sur le détail, mais retenons quand même qu'il a fallu avoir d'abord structuré une forme de cahier des charges qui, pour nous, a été finalement une forme de questions posées au territoire. On a posé très tôt des questions qui nous semblaient importantes, et ça a bel et bien été confirmé par la confrontation réelle. Déjà, se dire où est-ce qu'on va travailler avec cette logique de secteur prioritaire, mais surtout travailler sur la gouvernance du projet. Quelle est l'organisation de la gouvernance? C'est une question qu'on pose rarement finalement, et qui bien souvent trouve des réponses assez tardives en démarrage de mission d'une ingénierie qui serait recrutée. Là, on a poussé à ce qu'il y ait des débats très tôt. Et c'était important parce qu'il a fallu prendre le temps de régler un certain nombre de questions, notamment régler les relations entre le PCI et les différentes communes, et autant l'avoir fait en amont. Organiser cette gouvernance locale avec un parti pris assez marqué qu'on a proposé au territoire, qui avait une pleine liberté de s'organiser comme il le souhaitait, en proposant une forme de gouvernance à la fois resserrée et intégrée, associant à la fois techniciens, partenaires et élus dans un même comité opérationnel. Alors, globalement, c'est une option qui a été retenue, ajustée, corrigée en fonction des couleurs et des habitudes locales. On verra comment tout ça va se passer, mais globalement, ça donne des dynamiques qui sont vraiment intéressantes, et notamment un très bon niveau de dialogue entre technique et politique. Alors, un des aspects qui a été déjà souligné cet après-midi, c'est cet enjeu d'appropriation, cet enjeu de dialogue et d'appropriation de cette question de la sobriété foncière, avec l'idée de monter un comité des parties prenantes localement. Aujourd'hui, ça reste sur le métier. C'est un travail qui, globalement, n'a pas été approfondi par les différents territoires, ou peu. Et on va voir, on sera très attentif dans les mois qui viennent à voir comment tout cela décolle, comment tout ça permet de mener le débat localement. Il y a eu des questions sur l'organisation et le pilotage, et notamment la priorisation donnée à l'attention sur certains secteurs du territoire, avec une forme de compromis pragmatique qui était proposé dans le cahier des charges, qui était de dire qu'on ne pouvait pas chercher ce foncier invisible en phase 1 partout, sur l'ensemble du territoire des EPCI, qu'il fallait se donner des priorités. Et bien, de façon assez intéressante, on a eu déjà des réponses à côté d'un certain nombre d'AMO locales qui ont pu nous dire qu'il y avait sans doute d'autres façons de faire. Et puis, selon les territoires, on a vu des
des modes d'action finalement très différents. Et ce qu'on constate, c'est que, à part une exception, sur les 7 territoires, il y aura sans doute des remises en cause, des questionnements qui seront posés sur les secteurs prioritaires identifiés en amont. Et puis, pour pas être trop long, on a aussi testé un certain nombre de stratégies de passation de marché public. Eh bien, écoutez, on a affiché les prix, ce qui est suffisamment rare, affiché des budgets d'études, des budgets estimés, avec des résultats intéressants. Et surtout, on a de façon systématique procédé à des auditions qui ont toujours été des moments extrêmement importants, des moments de rencontre aussi et quelque part des débuts d'histoire. Alors tout ça, évidemment, prend du temps, et on pourrait se dire que cette option d'avoir derrière, dans chacun des territoires, une organisation différente et de procéder à des recrutements, finalement, prend du temps, prend trop de temps, et qu'on pourrait massifier tout ça avec des formes d'accords cadres nationaux, etc., etc. C'est peut-être une des options, et il faudra évidemment l'étudier, mais retenons une chose dans l'évaluation de ce temps, c'est qu'on a un certain nombre de territoires qui se sont appuyés sur des ingénieries locales, des institutions locales, pourrait-on dire, comme des EPF ou des agences d'urbanisme, et finalement, parfois griller quelques étapes, aller beaucoup plus vite que d'autres et amorcer le travail, mais parfois aussi perdre du temps au réglage. Donc, ce n'est pas un recrutement, ce n'est pas un marché public, mais pour autant, il faut se mettre d'accord, il faut caler un cadre contractuel et une méthodologie de travail. Tout ça peut aussi prendre du temps. Et puis, finalement, on a eu certains EPCI qui sont passés par des recrutements externes, par des marchés publics, avec des chefs de projet extrêmement sollicités, qui disposaient de peu de temps et qui, pour autant, sont allés vite, sont même allés très vite. Finalement, cet indice du temps est pas complètement évident, notamment quand on voit que les accords cadres nationaux, parfois, parce qu'ils nécessitent de standardiser les approches, sont parfois infructueux. Parce qu'ils ne permettent pas de cibler suffisamment bien avec les besoins. Donc, ça restera un sujet ouvert sur lequel il faudra réfléchir dans le cadre d'une forme de généralisation. Et puis, pour finir, et répondre sur ce qui est important, c'est-à-dire quelles sont les équipes mobilisées, on a donc une diversité d'organisations en fonction des territoires, parfois uniquement un travail avec EPF et agences d'urbanisme dans des relations déjà établies, parfois un partage des tâches entre ces acteurs locaux et des AMO externes qui sont recrutés. Souvent, d'ailleurs, l'occasion, TPSF est l'occasion de nouer ou de renouer un dialogue entre l'EPF, entre l'agence d'urbanisme locale, et puis parfois, on a une délégation complète de la charge d'AMO locale à un groupement. Et ces groupements, on a eu des réponses extrêmement intéressantes. On a eu un niveau de réponse, que ce soit à l'écrit ou à l'oral, qui était particulièrement intéressant. On va avoir une des équipes présentes aujourd'hui, parfois critiques, sur des formes de cahier des charges et de façon extrêmement constructive, sur lequel on peut remarquer que la plupart des groupements présentés, vraiment la très grande majorité, étaient des groupements. On était bien sur des équipes constituées sur lesquelles, pour arriver à mobiliser l'ensemble des champs de compétences nécessaires, y compris dans des grosses entreprises à mobiliser, il fallait, quoi qu'il en soit, monter des alliances, faire des alliances. Et dans ce cadre-là, les compétences qui sont parfois considérées comme périphériques, autour notamment des métiers de la conception urbaine, on voit que ces compétences sont des compétences clés. La concertation, la technique de SIG, mais aussi la programmation, le montage opérationnel ou des expertises foncières prennent une place vraiment singulière dans ces équipes-là, et c'est sans doute important. Et puis, on peut remarquer que des groupements sont présentés dans plusieurs des territoires TPSF avec plus ou moins de réussite, et que finalement, certaines approches étaient plus adaptées à certains territoires et d'autres beaucoup moins. Ce qui est intéressant, et on voit bien là-dessus, ce qui pose une grande difficulté finalement à standardiser ce type d'approche-là, alors que justement, on doit coller aux enjeux du territoire. Et puis, une constante qui est vraiment intéressante aussi, on a l'habitude des équipes de conception urbaine sur lesquelles on a au cœur de l'équipe une personnalité, une signature, souvent un homme. Et là, écoutez, on a des vrais pilotes dans l'avion. On a des vraies personnalités à la tête de ces équipes, mais
qui sans doute sont organisés différemment. Alors oui, ça permet de passer la barre à l'audition et c'est important. C'est d'autant plus important qu'il faut sans doute avoir une vraie force de conviction pour faire passer les messages de la sobriété foncière dans les territoires, accompagner le changement. Mais ce n'est pas ici la certitude du créateur. On a ici aussi une place au doute, aux envies d'expérimenter, de tester et surtout au collectif. Plus que des leaders maximaux, on a des animateurs, des vrais chefs de projet qui sont des stratèges qui incarnent l'équipe, mais qui animent aussi un collectif qui, bien souvent, est très présent et existe vraiment. Donc, on a des équipes bien pilotées et c'est sans doute aussi un des enjeux là-dessus. Pour gérer la complexité, il faut des pilotes qui sont en capacité de la penser et de l'animer. Alors, la bonne nouvelle, c'est que tout le monde a trouvé chaussure à son pied. Aujourd'hui, l'ensemble des territoires sont lancés dans des configurations différentes, et ce n'était pas évident. C'était pas évident de trouver là-dessus à la fois suffisamment de candidatures, et dans ces candidatures d'avoir les bonnes. On a toujours trouvé des équipes qui étaient des équipes de qualité. Sans doute le fait de participer au programme, de bénéficier de la visibilité à la fois du PUCA, de TPSF et d'Action Cœur de Ville a attiré l'attention des équipes. Sans doute aussi, l'apparition de ce sujet de la sobriété foncière est intéressant pour un certain nombre d'équipes qui ont su monter les groupements intéressants. On remarquera qu'au cœur de ce système-là, on va retrouver deux figures importantes, structurantes, que sont les agences d'urbanisme et les établissements publics fonciers, en tout cas dans les territoires dans lesquels ils existent. Et j'ai envie de dire que quand ils n'existent pas, leur présence fait d'autant plus défaut, à la fois sur cette phase-là, mais on le verra plus tard, et ça va être un enjeu important. Comment est-ce qu'on passe à l'action, comment est-ce qu'on arrive de façon concrète, de façon très opérationnelle, à monter les projets. Et là, une fois de plus, se posera sur les phases 2 notamment la question de la disponibilité des compétences, de l'ingénierie locale et tout simplement des acteurs pour faire. Merci à vous. Merci Sylvain pour toutes ces informations et déjà des enseignements, pas mal d'enseignements déjà. Donc la démarche TPSF rentre bien dans sa phase opérationnelle avec des territoires qui se sont largement structurés et de façon partenariale. Je pense que c'était important de le souligner. Alors nous allons maintenant aller sur le terrain dans la communauté d'agglomération d'Épernay en Champagne, l'un des 7 territoires pilotes du programme, avec 47 communes et presque 50 100 habitants, issus de la fusion de 2 communautés en 2017. Ce territoire reste marqué par une tradition agricole et rurale qui provoque de fortes contraintes sur la ville de centre d'Épernay, comme sur ces 2 centres-bourgs, Avise et Blanc-Coteau. Ici, l'extension de l'urbanisation ne s'est pas réalisée sur la ville-centre, mais plutôt sur les communes périphériques, tant sur le plan de l'habitat que du développement économique, alors que le taux de vacances en logement approchait 10%. Face à cette situation, la ville d'Épernay s'est lancée dans un programme Action Cœur de Ville, dans lequel l'optimisation du foncier figure au rang des priorités d'action. Et dans le même temps, à l'échelle de l'agglomération, une démarche de sensibilisation des acteurs locaux et des élus s'est mise en place autour d'un projet de territoire qui allie développement économique et démographique et sobriété foncière. Pour nous en parler, nous allons entendre d'abord Franck Leroy, le maire d'Épernay, qui est aussi président d'Épernay Agglo-Champagne et vice-président de la région Grand Est. Et puis, c'est Lucas Pouvreau, membre de l'équipe Ville Vivante, AMO local, qui nous parlera de la méthodologie mise en place pour révéler le foncier disponible et plus précisément de l'approche économique du gisement foncier. Vous disposez de 15 minutes en tout pour vos 2 interventions. Et Monsieur le Président, c'est d'abord à vous. Merci et bonjour à tous. Je voudrais saluer évidemment les organisateurs de cette nouvelle session, toujours très intéressante. Saluer également les collègues élus présents parmi nous. Quelques mots d'abord pour vous décrire l'agglomération d'Épernay. On est au cœur du territoire qui produit du champagne, vous le savez tous. C'est un territoire très vallonné. Vous avez une vision là de la ville avec ce qu'on appelle les côtes ouest en surplomb de la ville, qui montent à peu près jusqu'à 200 mètres par rapport au niveau de la ville, ce qui crée donc des contraintes déjà topographiques. On a des rues fortement pentues. On a une omniprésence de cette vigne qui encercle totalement la ville d'Épernay. Alors, c'est un avantage parce que ça nous crée évidemment un environnement très, très verdoyant, mais en même temps, c'est une contrainte puisque cet environnement verdoyant est composé très majoritairement de terrains en AOC, en vignes plantées, dont la valeur moyenne oscille entre 1,2 million et 1,8 million d'hectares.
C'est vous dire qu'il est absolument impossible de mener des opérations d'extension de la ville au coût du foncier. Au-dessus de cette ville, nous avons des forêts qui jouent un rôle extrêmement important dans l'équilibre de notre territoire. Et au nord-est de la ville, nous avons une plaine inondable qui est évidemment, par définition, inconstructible. Donc, on a vraiment une ville qui est, on va dire, cernée par les éléments naturels et qui a donc, depuis des années et des années, une contrainte foncière majeure. Si on prend maintenant et si on décline au niveau de l'agglo, on descend donc le long de la côte des Blancs vers Avise et Blanc-Coteau. Blanc-Coteau étant l'ancienne commune de Vertus regroupée avec 3 autres communes. Et là, on est également sur un paysage de coteaux avec une plaine vers l'est. Dans la zone grisée que vous voyez, on est en plaine. Donc là, on est sur du terrain agricole, sachant que l'activité viticole et l'activité agricole sont les 2 activités centrales de notre économie. Et elles génèrent évidemment une industrie en aval, puisque pour fabriquer les bouteilles de champagne, il faut bien du verre, donc il faut produire du verre, il faut produire des bouteilles, il faut des imprimeurs, il faut des producteurs de bouchons. Donc, on a une très forte imprimerie qui est très directement liée à l'activité viticole. J'ajoute enfin qu'on est inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO au titre des coteaux, maisons et caves de Champagne. C'est une candidature collective qui a été portée. Et évidemment, cette candidature, elle nous impose la recherche d'un équilibre, d'une harmonie, d'une préservation du patrimoine qui n'est pas neutre, parce qu'on ne peut pas non plus se permettre d'étaler des zones d'activité ou des lotissements un peu partout. En tout cas, ça a été très longtemps une contrainte chez nous. Alors, on peut peut-être avancer dans les je sais, voilà. Alors, je peux vous parler longtemps de nos contraintes foncières, mais encore une fois, que ce qu'on soit dans la ville ou dans les communes de notre agglo, on est très souvent au contact direct avec la vigne AOC, et quand celle-ci ne rentre pas directement au cœur des villages, au cœur des villes. Donc, le moindre, à 5 ou 10 mètres près, la contrainte est là, ce qui veut dire que quasiment tous les projets qui ont vu le jour depuis une vingtaine d'années sont des projets de reconstruction de la ville sur elle-même, ou en ce moment sur Avise, du village sur lui-même. C'est-à-dire qu'il faut préalablement acheter le foncier relativement cher, démolir, voire dépolluer parfois, pour pouvoir enfin songer à rebâtir quelque chose. Évidemment, ça complexifie les choses, ça prend beaucoup plus de temps, c'est beaucoup plus coûteux que quand on peut acheter 5 hectares, 10 hectares de terrain agricole, ce qui a pu se faire par le passé dans certains villages, ce qui se fait couramment dans d'autres villes qui ont la possibilité de se développer à l'horizontale. On sait maintenant les dégâts que ça provoque sur la biodiversité, on sait évidemment qu'il faut être attentif à cette question-là, et il se trouve que parmi mes compétences et mes mandats, je suis premier vice-président de la région Grand Est, en charge précisément de l'écologie, de la transition écologique et du SRADET. Donc, je suis quelque part aux 2 bouts de la logique, locale à travers mon mandat de maire, mais également régionale, et je mesure tout à fait la difficulté que va être la mise en œuvre du ZAN, du zéro artificialisation nette dans les territoires, tout simplement parce que pour beaucoup d'élus, la culture dominante, ça a été la mienne également à une certaine époque, je le reconnais, c'était de considérer qu'un bon mandat était un mandat pendant lequel on avait accru le nombre d'habitants et accru le nombre d'hectares urbanisés. C'était la culture dominante pendant des décennies, et aujourd'hui, il faut changer le logiciel, et ce n'est pas évident parce que, j'allais dire, un certain nombre d'élus ne comprennent pas pourquoi demain, là où ils ont de l'espace, ils ne pourront pas continuer à s'étaler. Et évidemment, les dégâts sur la biodiversité sont là, la nécessité de rendre les villes et les villages plus compacts, de travailler plutôt sur le cœur de village plutôt que sur des extensions, parce que très souvent, on se rend compte qu'il y a beaucoup de vacances en cœur de village, il y a beaucoup d'immeubles abandonnés ou de terrains abandonnés, avec cette difficulté qu'il est sans doute plus facile d'exercer un droit de préemption ou d'exercer un droit d'expropriation dans une ville que dans un village, pour les raisons qu'on sait tous. Dans un village, tout le monde se connaît. Le maire qui a le malheur d'utiliser l'expropriation, il est quasiment sûr de ne pas être réélu et il est montré du doigt par tout le monde. Dans une ville, plus la ville est grande, plus on peut user de ces outils mis à disposition des maires. Et pour le coup, quand on se heurte à une difficulté, on prend les outils qui sont mis à notre disposition par les législateurs, alors que dans les communes plus petites, c'est un outil qu'il est très difficile, pour ne pas dire impossible à utiliser. Voilà pour la présentation que je souhaitais vous faire. Je peux évidemment ensuite répondre à vos questions, mais je vais passer la parole à notre consultant qui va expliquer
le sens de sa démarche. Voilà, pour 5 minutes. Monsieur Lucas Pouvreau, c'est à vous. Merci. Vous m'entendez? Oui, très bien. Ok. Merci pour cette introduction. J'ai repris la main sur le partage d'écran. Pour aborder le sujet du recensement des gisements fonciers, la diapo que vous voyez ici, c'est un exemple de projet qui n'est pas encore à Épernay. On est à l'ouest d'Épernay, à l'est de l'Île-de-France. Et on est dans un exemple qui est un peu un cas d'école et une bonne clé de compréhension pour rentrer dans l'approche qu'on a choisie sur ce territoire. Vous avez ici une modélisation d'un projet qui fait suite à une acquisition qui avait été réalisée par une collectivité avec une convention de l'EPF. Et un peu un cas d'école au sens où l'acquisition a été réalisée de manière liée à une opportunité, à un bon moment, à une vision également qui était partagée d'un éventuel projet sur cette unité foncière, mais sans qu'il y ait eu au préalable une rapproche économique et de premier bilan potentiel financier, sans forcément rentrer dans le détail, mais en tout cas au moins faire un premier bilan et le mettre en lien avec le marché immobilier local et les filières de la production de logements local. Donc voilà, cet exemple-là, c'était une modélisation qui avait été réalisée, qui correspondait à la vision et aux souhaits des élus qui avaient présidé à l'achat de cette emprise foncière. Et quand on a commencé à travailler dessus, on s'est rendu compte que les charges foncières potentielles, les recettes dégagées par le projet tel qu'il avait été imaginé, ne comblaient même pas le prix des acquisitions. Donc, en dehors des travaux, en dehors de la démolition, d'une éventuelle dépollution, en dehors de la réalisation des travaux, rien que l'acquisition n'était pas financée par la charge foncière qu'on récupérerait ensuite. Donc, je prends cet exemple-là parce qu'il est assez emblématique de ce qui arrive dans d'autres territoires qu'on a pu accompagner. Et la question qu'on s'est posée, en particulier dans un territoire qui est plutôt détendu au niveau du marché immobilier à Épernay, c'est comment on entre dans cette question-là de recensement des gisements fonciers avec, dès le départ, en amont, un filtre économique et pas seulement sur des questions morphologiques. La méthodologie classique, souvent dans les recensements fonciers, est de partir sur une analyse un peu comme un entonnoir où on va enlever ce qui est trop en pente, enlever ce qui est protégé par des servitudes environnementales, prendre ce qu'il y a dans les enveloppes urbaines et on a un premier gisement. On veut passer dès le départ, dès ces premières étapes, à un filtre économique pour avoir une première approche de ce qui va être mobilisable au moins par une approche privée classique pour voir si on peut le faire et ensuite adapter les modèles d'intervention. Donc la première étape du travail à Épernay a été de faire une analyse des filières de la production du logement afin d'établir un lien entre des modèles d'intervention et des gisements fonciers. On recense sur le territoire cette filière au sens qu'on appelle ça comme cela parce qu'il y a une cohérence du début à la fin entre un type de foncier, des opérateurs ou pas. Ça peut être aussi des filières en autopromu sans opérateur et une cible ménage. Et ce qu'on voit quand on fait ces analyses de la production de logements, non plus avec des moyennes, ni avec des typologies très larges, mais avec ces filières-là, donc là on en a pris 7, il y a des territoires où on en prend 8, des fois 9, des fois 10. Quand on prend cette approche-là, on voit qu'une fois qu'on est à l'intérieur d'un filière, on est dans un modèle économique et foncier, et on est, je ne dirais pas qu'on est prisonnier, mais une filière, elle est performante pour travailler avec un foncier pour certaines cibles ménages. Et les difficultés de sortie de projets qu'on peut constater sur des territoires, c'est souvent, ce qu'on remarque, c'est qu'on essaye de faire avec une filière quelque chose pour laquelle la filière n'est pas préparée, n'est pas faite. Dans ces filières, on a qu'on appelle le diffus, il n'est pas lié à une géographie de la production, mais il est lié à un modèle d'opération. Donc au sens diffus, c'est que ce n'est pas des opérations d'aménagement, ce n'est pas de la promotion, c'est des particuliers ou autres, ou ça peut être aussi des agents immobiliers, qui vont à un moment donné détacher un bout de terrain sur une parcelle bâtie et vendre un terrain à bâtir. Et la personne fait ensuite bâtir. Filière autopromue. Dans le même style, on va avoir la création dans l'ancien, c'est-à-dire on ne fait pas forcément une division parcellaire, mais on peut faire une division dans le bâti, une division en volume ou un changement d'usage. Ces deux filières, disons, un peu amateurs.
Ensuite, on va avoir le lotissement où on rajoute une étape supplémentaire. Il y a un lotisseur qui intervient. Ensuite, les maisons groupées, là, on passe dans des logiques de promotion. Donc, aménageur, puis après lotisseur, puis après, promoteur qui va vendre un produit fini et non plus un terrain à bâtir. Donc, on change, on bascule de filière. Et à l'intérieur de la promotion, on va avoir des distinguos entre des MIG, maisons individuelles groupées, de la petite promotion, de la promotion, disons, moyenne et de la grande promotion. Je disais au départ que c'est un modèle foncier, je vais y revenir, c'est un modèle de cible ménage avant tout. Quand vous êtes dans une filière, il y a des filières qui font 90%, 95%, voire 100% de propriétaires occupants. Ça va être le cas du diffus et du lotissement. En jaune, vous avez la part des propriétaires occupants dans chaque filière. Et il y en a d'autres qui vont être plus ou moins adossés aussi sur le logement social. C'est la part, vous voyez, en IHLM, ou abréviation pour faire vite. Et on voit qu'il y a des filières qui vont être connectées à un débouché, disons une cible ménage sur le logement social. Sans logement social, on n'a pas grand-chose qui peut s'y produire puisque l'investissement locatif privé est minoritaire et les propriétaires occupants encore plus. C'est lié à un modèle de prix, c'est que dans un territoire qui est le même, là on est sur l'agglomération d'Épernay, dans une même géographie, on a des différences de prix de sortie qui sont du simple au double. Donc le prix n'est pas est lié à une géographie, mais il est lié également à une cible ménage. Et donc, dans certaines filières, on va avoir, notamment dans l'investissement privé ou en particulier quand on a une possibilité de défiscalisation, la possibilité de vendre plus cher et donc de permettre l'existence d'une filière sur un territoire qui n'y existerait pas s'il n'y avait que le marché privé. Donc, on est sur des modèles d'intervention qui vont être différents selon chacune des filières. Dans la géographie également, on voit que en dehors d'Épernay, les filières de la promotion, disons, ne pénètrent pas, n'entrent pas. Donc, c'est également lié à la défiscalisation dont je vous parlais. Et ces filières, quand on les observe, elles sont liées à un gisement foncier. On va avoir des gisements fonciers qui vont pouvoir être mobilisés par l'ensemble des filières. Et avec une différence, c'est il faut que la bascule soit possible en densification forte. On appelle densification forte, disons, le moment où on va faire une démolition sur la parcelle d'origine. Mais si vous prenez une parcelle bâtie, par raccourci, on a appelé ça en monopropriété, c'est au sens de maison. Hein. Une parcelle bâtie qui va peut être à un moment donné le socle d'un projet de promotion avec une démolition, peut également être le socle d'un projet en diffus. Ce qui va faire la différence, c'est la capacité à le faire, ça va être les droits à bâtir du PLU et le marché immobilier local. Donc, il y a des filières qui sont des gisements qui vont être polyvalents, disons, qui vont être le socle de projets à la fois en diffus et en promotion, potentiellement. D'autres qui sont plutôt des gisements de lotissement et de promotion sur les grandes dents creuses, par exemple, à aménager. Et enfin, on va en avoir qui vont être exclusivement des gisements de la promotion. On a appelé petites parcelles sous-occupées, grandes parcelles sous-occupées, pas au sens de l'emprise au sol, pas au sens du bâti, mais au sens de l'occupation, disons, factuelle humaine des parcelles. Donc, c'est des parcelles qui sont être concernées par une forte prévalence de la vacance, que ce soit pour l'habitat ou l'activité. Donc, après… Quelques minutes. Rapidement. Oui. Non, je dis si vous pouvez conclure assez rapidement, parce qu'on a dépassé le… D'accord, bon. C'est pas comme ça que j'avais imaginé. Donc, du coup, on a la question du recensement de ces parcelles qui est, disons, assez classique dans cette approche, où on est parti sur la base d'un recensement dans les enveloppes urbaines de ces gisements. Ça donne des surfaces. Et donc, quand je disais en amont, on a voulu tester la capacité à mobiliser chacune des filières qu'on a recensées sur ces gisements. On a fait une sorte d'algorithme qui fait une préfaisabilité économique où on regarde sur les parcelles si la bascule en densification forte peut être réalisée, si à l'inverse, c'est plutôt la densification douce qui peut être faite, et si à l'inverse, ni l'une ni l'autre ne fonctionne, et donc en fait, on a un potentiel nul. Et donc, ce recensement qu'on fait en général de manière surfacique, on fait un fil déjà économique dessus. On le fait en fonction des prix du marché immobilier, et on regarde si les coûts potentiels d'acquisition vont être bien inférieurs aux recettes potentielles dans la densité autorisée. Et donc, quand on fait cet exercice sur le territoire, sur l'ensemble et l'intégralité de toutes les parcelles du territoire, plutôt les unités foncières, on a à la fin un gisement, par exemple, sur la densification forte, qui devient extrêmement faible, voire nul, sur les parcelles bâties de maisons.
Vous voyez le avant-après dans ce qui reste quand on fait ce filtre économique. Et sur les parcelles dites sous-occupées également, un filtre, disons, très sévère et très peu, qui va en retenir très peu. Et donc, dans le potentiel en densification, on a ensuite un gisement potentiel qui va être très majoritaire en densification douce et sur les dents creuses, puisque les autres types de gisements n'ont pas de modèle économique privé dans une logique, je dis bien privée simple, c'est-à-dire, disons, généralisable sur le territoire. Et donc, la conséquence de tout ça, c'est qu'on entre dans une logique d'exception où on va sélectionner des opportunités qui vont avoir des conditions plus favorables, puisque la logique privée classique ne fonctionnera pas sur la majorité des parcelles. Donc, on va recenser celles dont le foncier est déjà public, par exemple, où on va imaginer que si le foncier est déjà public depuis longtemps, on peut le considérer d'une certaine manière qu'il est déjà amorti par la collectivité. Même si ce n'est pas tout à fait le cas, mais intellectuellement, ça peut s'entendre. Un autre élément qu'on va regarder, c'est sur des parcelles dont le bâti est particulièrement dégradé et donc le coût d'acquisition pourrait être dévalorisé. Donc on entre dans cette logique d'exception pour à la fin retenir deux types de scénarios qui vont être d'une part comment on va mobiliser le potentiel en densification douce, qui est en fait la seule filière, disons 100% privée, qu'on peut mobiliser sur le territoire, et donc qui est pour le coup, qui n'est pas une logique d'opération, mais qui est une logique plus d'animation d'un flux. Et ensuite, la deuxième famille de scénarios, c'est sur des gisements au cas par cas, en mutation forte dans cette logique d'exception. Voilà l'approche qui est une sélection vraiment non exhaustive des travaux réalisés, mais qui est le point d'entrée, disons, le plus important pour les territoires un peu détendus, c'est de se doter d'une première approche de faisabilité économique au moment même du recensement foncier, pour éviter de travailler dans le vide ensuite sur des gisements où rien ne pourra se passer finalement au regard des filières locales. Merci d'avoir écouté. J'ai fait de mon mieux pour faire un temps court. C'est pas toujours évident. On va se débrouiller. En tout cas, merci beaucoup pour cette présentation d'une méthodologie de révélation du foncier qui est vraiment intéressante. Et merci à Monsieur le maire aussi d'avoir présenté une belle démarche territoriale dans un contexte de pression foncière agricole quand même très, très forte. Je pense qu'on aura l'occasion d'y revenir tout à l'heure dans les questions. Alors, nous allons aller maintenant dans le Grand Est et nous allons aller en Provence, dans la célèbre ville d'Avignon, au cœur d'une communauté d'agglomération de plus de 200 000 habitants. L'attractivité de ces terres d'histoire, de tradition et de création, comme on le voit sur tous les documents de promotion, a conduit à un étalement urbain fort ces dernières années, en lien avec une forte évolution démographique. Et face à cette situation, une démarche ambitieuse de sobriété foncière a été lancée, sous l'impulsion de Madame le maire, Cécile L, qui est par ailleurs géographe, et de son équipe municipale depuis 2014. Alors pour cela, un PLU a été mis en révision, il est désormais arrêté après une large consultation citoyenne. Et il se veut exemplaire tant sur le plan d'un urbanisme négocié que sur ses objectifs en matière de maîtrise des espaces urbanisés, avec à l'appui la mise en place d'une dizaine d'AOP, orientation d'aménagement programmé, pour ceux qui ne connaissent encore pas trop ces termes, des outils qui sont très efficaces et dont on va nous parler. Alors, pour nous présenter cette démarche exemplaire en matière de planification et de programmation, nous allons entendre une intervention à 3 voix. Dans un premier temps, c'est Paul-Roger Gontard, adjoint au maire d'Avignon, qui est délégué au développement territorial et urbain et aux grands projets, qui va nous présenter le projet de territoire à l'horizon 2030, décliné dans le PADD, le projet d'aménagement et de développement durable du nouveau PLU. Puis Lucie Giard, directrice de la planification et du développement urbain, qui va nous dire comment ce PLU constitue le socle d'une politique ambitieuse de sobriété foncière. Et puis enfin, c'est Jean-Baptiste Martin, directeur du département Habitat, Urbanisme et Écologie urbaine, qui nous parlera d'une illustration concrète de cette démarche sur le terrain et des outils mis en place avec l'exemple de Montfavet, qui est une commune rattachée à Avignon. Alors, vous avez 15 minutes, essayez de tenir le délai, tous les trois. Et monsieur l'adjoint, c'est d'abord à vous. Et au terme de ces 3 interventions, nous ouvrirons un petit temps d'échange. C'est à vous. Merci, monsieur le sénateur. Est-ce que vous m'entendez correctement ? Oui, très bien. Super. Bonjour à toutes et tous. D'abord, un remerciement aux organisateurs
d'avoir choisi Avignon pour pouvoir rentrer dans ce débat ou alimenter ce débat autour du développement en sobriété foncière. Et un salut à mes collègues élus et à tous les membres des collectivités présents autour de cette table virtuelle. Donc en quelques mots et dans un temps contraint, on va essayer de vous présenter la stratégie avignonnaise qui est à la fois une stratégie de développement mais aussi de gestion d'un foncier qui, pour prendre une métaphore littéraire, est un peu une peau de chagrin puisqu'on est enserré autour de deux frontières que l'on ne pourra jamais pousser, qui sont le Rhône et la Durance, et qui nous obligent à devoir appréhender le développement de notre territoire, à la fois en reconstruisant la ville sur elle-même, mais aussi en créant un équilibre géographique entre l'espace bâti et l'espace non bâti. Vous voyez à l'écran une présentation de ce qu'est une carte synthétique de notre PLU. Cela a été dit en introduction. Nous avons de nouvelles règles qui ont été édictées et arrêtées depuis le mois de décembre dernier, qui s'organisent autour d'un axiome important qui est un équilibre de 50-50. La moitié de la ville est destinée à un usage urbain construit, mais l'autre moitié est désormais consacrée à des espaces naturels ou agricoles. Et la construction de la ville de demain doit donc se réaliser dans cette contrainte-là. Le PADD, et l'introduction évidemment à ce PLU, marque en plus des objectifs extrêmement ambitieux, puisque l'enjeu est également de renforcer l'attractivité et le rayonnement d'Avignon. On est une ville de centralité, mais dans une aire urbaine extrêmement étalée. Vous avez fait l'exposition des chiffres de l'agglomération, 200 000 habitants. Avignon, c'est un peu moins de 100 000, mais l'aire urbaine, c'est un demi-million d'habitants. Pour vous donner des ratios de comparaison, on a une aire urbaine comparable à celle de Montpellier, mais la ville-centre est 3 fois moindre que celle de l'aire urbaine de Montpellier. Vous comprenez donc qu'on a un paradigme d'étalement urbain qui n'est pas tout à fait le même, avec en plus des enjeux supplémentaires, la construction de la ville dans les années 80-90 qui s'est aussi faite avec des grandes zones commerciales périphériques pour ce qui nous concerne et qui seront aussi demain des sujets de renouvellement urbain à fort intérêt. Donc réaffirmer la centralité d'Avignon puisqu'elle accueille d'ores et déjà un grand nombre d'équipements publics et d'intérêts généraux, mais en faire le pôle d'accueil des nouveaux habitants qui inexorablement quitteront les grandes métropoles et viendront se réfugier dans nos terres interstitielles, dans nos métropoles d'équilibre, comme peut-être la nôtre, où la taille humaine de la ville et la qualité de vie est bien supérieure à ce qu'on peut retrouver aujourd'hui dans les villes de forte densité. Avignon est aussi dans une dynamique urbaine où il faut composer entre un héritage du passé extrêmement fort. Vous venez la visiter sans doute d'ores et déjà, et pour ceux qui ne l'ont pas fait, je l'invite également à le faire pour découvrir le patrimoine UNESCO de notre cité, mais aussi la mention d'une ville de demain qui doit être extrêmement moderne, résiliente, dans la mesure où le territoire méditerranéen qui est le nôtre nous oblige avec les mutations environnementales à tenir compte d'un réchauffement climatique qui sera avec des incidences fortes. On se réjouit d'avoir du Mistral. Je sais que pour les étrangers, quand ils passent, ça peut parfois être un peu difficile à admettre, mais cette air-là cale un peu parfois en été, et les chaleurs qui s'intensifient aujourd'hui sont importantes une semaine par an, mais ces chaleurs extrêmes, à l'horizon de la fin du siècle, seront donc sans doute des réalités d'un mois entier, et donc il nous faut aujourd'hui imaginer une ville avec des îlots de fraîcheur, avec des compositions urbaines, avec des constructions de nouveaux logements et d'espaces de bureaux qui tiennent compte de ces défis climatiques qui s'imposent à nous. Et donc, ce troisième axiome dans le PADD, qui est la transition urbaine, réclame pour les espaces de la ville de demain des espaces publics plus généreux, plus arborés, et où la qualité de vie s'exprime aussi dans un partage de l'espace avec des localisations qui ne sont pas urbanisées. Et enfin, dernier grand axiome de notre PADD, la construction d'une ville qui est apaisée et une ville des proximités. Vous l'avez compris dans les propos que j'ai déjà exposés, l'étalement urbain a des conséquences sur des circulations transitaires qui sont qui ne sont pas sans conséquences, puisqu'on a un boulevard urbain qui accueille près de 50 000 véhicules par jour, avec pourtant 15 000 habitants qui sont de part et d'autre de ce boulevard urbain. Donc c'est insoutenable, y compris pour évidemment la vie des gens, mais aussi leur santé. Donc on a un gros enjeu aujourd'hui de mobilité transitaire qui nous a amené sur les OAP à avoir une OAP un peu singulière, mais j'y reviendrai tout à l'heure. Slide suivante, s'il vous plaît. On a une ville qui est héritière du passé, mais cela signifie aussi une composition urbaine qui a une grande diversité dans sa structuration. Évidemment, dans le cœur de ville, dans le centre-ville d'Avignon, dans son cœur historique, on a un héritage presque médiéval pour une partie, ou en tout cas de la fin du 19e pour une autre partie. Mais dès qu'on sort des remparts, on va découvrir un tissu urbain
qu'on va appeler des faubourgs, dans lesquels on a beaucoup d'habitats individuels avec du jardin qui est de grande qualité pour la vie quotidienne des gens. Et puis rapidement, en poussant un petit peu plus, on a les grands ensembles des années 60-70 qui se sont construits dans l'urgence de l'accueil de nouvelles populations. Et enfin, on va aller encore un peu plus loin, des zones agricoles ou semi-agricoles qui sont toujours sur le territoire communal et qui sont composées de constructions bâties au milieu d'espaces naturels ou d'exploitation. Donc vous voyez que cette richesse de composition dans la conception de la ville nous amène aussi à avoir des approches différenciées dans le traitement de ce qu'on peut estimer être des gisements fonciers, puisqu'ils ne seront pas du tout traités de la même façon selon le niveau de densité périphérique ou le besoin de renouvellement urbain dont il s'agit. Derniers espaces, évidemment les espaces d'activité économique, certains qui sont en développement, d'autres qui devront être mutés, qui nous obligent à avoir une stratégie de couture urbaine un peu fine pour pouvoir créer des liaisons entre ces zones d'habitat, ces zones d'activité, voire même ces zones de mixité fonctionnelle. Slide suivante, s'il vous plaît. Rentrer dans le détail pour notre PLU, cela nous amène à avoir des conceptions où on a des principes d'aménagement transmis dans ce règlement, proposant aux acteurs du développement territorial et de la construction des principes liés à notre positionnement géographique méditerranéen, où l'orientation des bâtiments doit se faire plutôt vers le sud, des alignements de façade idéalement. Je crois que nous avons un petit rajout à l'écran. Si on pouvait remettre voilà, la présentation, merci. Donc, un positionnement le long des boulevards et des artères magistrales sur lequel il doit y avoir une cohérence d'ensemble à la fois esthétique, mais aussi pour favoriser des espaces publics généreux. Donc, des modularités sur lesquelles on insiste pour la ville de demain et des gabarits qui sont insérés à la fois dans l'environnement préexistant et dans celui qui pourrait advenir demain. Vous l'avez compris, l'enjeu du PLU avignonnais désormais, c'est un PLU négocié, comme il a été qualifié tout à l'heure, et moins réglementaire, dans lequel le porteur de projet vient avec une proposition. Évidemment, il y a des normes qui sont inscrites dans le document réglementaire, mais ces normes-là doivent permettre d'avoir une insertion la plus favorable possible dans les environnements, l'environnement avec un grand E, la contrainte du changement climatique, et les environnements de proximité, ceux qui sont simplement du voisinage d'installation du projet. Slide suivante, s'il vous plaît. Pour pouvoir accompagner ces mutations, 9 OAP, qui sont les règles du jeu d'intervention pour les acteurs privés, pour permettre de conserver une cohérence d'ensemble, puisque évidemment la collectivité ne peut pas se saisir de toutes les opportunités foncières, hein, ça serait insoutenable financièrement parlant. Donc si on a évidemment une réglementation qui traduit ce que j'ai évoqué, notamment par l'installation d'un coefficient de biotope par surface pour pouvoir imposer des modes de désimperméabilisation à la parcelle. On a aussi des stratégies au quartier ou à la zone à travers ces OAP pour pouvoir imposer des règles d'orientation, d'installation des nouvelles constructions ou de rénovation pour garantir comme cela une cohérence stratégique tant lorsqu'il y a une emprise publique et sur laquelle évidemment il y a une influence plus grande que pour les projets privés qui devront s'inscrire dans le règlement et dans les orientations de l'OAP. Slide suivante, s'il vous plaît. Et en ce qui me concerne, j'en ai terminé sur ce propos introductif. Évidemment, je serai disponible pour vos questions ultérieurement. Merci. C'est à Lucie Giard, donc. Oui, vous m'entendez bien? Oui. Bonjour à toutes et à tous. Alors, mon propos, ça va... 5 minutes chacun maximum. Hein. Oui, je vais essayer de m'y tenir. Mon propos, ça va être de vous illustrer comment la question de la sobriété foncière a été prise en compte dans le cadre de l'élaboration du nouveau PLU. Donc, ce PLU, comme vous l'avez dit en introduction, il a été arrêté en décembre dernier. La question de la sobriété foncière était centrale dans le cadre de la révision de ce PLU, puisqu'en fait, nous avons dû résoudre l'équation qui est difficile pour tout le monde, à la fois de répondre aux besoins en logement issus d'un scénario démographique qui a été établi en cohérence avec les objectifs du SRADET et du SCOT et à la place d'Avignon dans l'armature urbaine, et à la fois des objectifs de sobriété foncière, de limitation de l'étalement urbain, d'éviter
trop imperméabiliser les sols, etc. Et donc pour cela, on a, si vous voulez montrer la diapo d'après, établi grâce à l'agence d'urbanisme une carte des gisements fonciers de l'enveloppe urbaine, puisqu'en fait, c'est dans cette enveloppe urbaine qu'on veut prioritairement développer les logements. Donc, vous les voyez à l'écran, ça a été si vous voulez, s'il y a des questions sur la méthode plus précise, on le verra après, mais donc cette étude des gisements fonciers nous a permis d'abord de voir comment on pouvait répondre à ces besoins en logement, et environ sur les 6 000 logements qu'on doit produire sur la durée du PLU, donc jusqu'en 2032, il y en a environ un tiers que l'on peut faire au sein de l'enveloppe urbaine existante. Et sur la diapo d'après, vous voyez en fait que la réponse, mais qui n'est qu'une réponse alternative à l'intensification urbaine, c'est de s'appuyer sur des secteurs de développement qui sont plus classiques d'extension urbaine, de développement urbain, mais qui en fait sont des projets qui étaient déjà fléchés dans le document d'urbanisme précédent, qui sont des projets qui sont développés sous forme d'opérations publiques. Et donc, ces 4 projets majeurs du territoire, ainsi que des projets plus ciblés sur des équipements. Et sur donc la diapo suivante, cette démarche est résumée de manière chiffrée. Ce qu'il faut retenir, c'est que sur la période précédente, donc la période 2008-2018, on avait une consommation une consommation de 14 hectares par an. Et surtout, ce qui est intéressant de voir, c'est qu'elle répondait, la proportion, disons que c'était 858 mètres carrés par habitant. Ça représentait une consommation foncière de 858 mètres carrés par habitant. Alors que dans le PLU en projet, on a donc une consommation qui proportionnellement baisse, puisqu'on sera à 183 mètres carrés par habitant. Et surtout, cette consommation d'espace, cet accueil du développement urbain se fait sans ouverture de nouvelles zones à l'urbanisation par rapport au document d'urbanisme précédent. Ça a même été l'occasion de supprimer environ 39 hectares de zones à urbaniser par rapport au document d'urbanisme précédent. Et il y a aussi une orientation qui est très forte et qui est issue d'une charte de l'urbanisme commercial et du SCOT, c'est qu'il n'y a aucune nouvelle zone commerciale qui ne doit être créée sur le territoire. Voilà, la diapo suivante vous montre, les diapos suivantes vous montrent de manière un peu plus précise comment s'illustrent les décisions qui ont pu être prises en matière de sobriété foncière dans notre PLU. D'abord, ça a été d'avoir des actions très très fortes en matière de protection des espaces naturels et agricoles. On est allé beaucoup plus loin que le PLU précédent sur les protections des éléments, de tout ce qui constitue, comme vous le savez, la trame verte et bleue et les continuités écologiques. Et si vous comparez donc le PLU actuel avec le PLU arrêté, vous voyez qu'on a vraiment fait un effort de protection de ces espaces naturels et même de continuité écologique et de trame verte au sein de la zone urbaine. Sur les diapos suivantes, on a cherché à vous illustrer les décisions qui ont été prises en matière de réduction des zones à urbaniser. Et vous voyez sur cette slide la façon dont a été réduite une zone 2AU qui avait en plus un potentiel intéressant en matière de continuité écologique. La diapo d'après également, c'était des zones, donc une zone 2AU du document d'urbanisme précédent qui cette fois est reclassée en zone agricole. Et puis, sur les diapos suivantes vous montrent que au-delà, sur les zones agricoles, on a essayé de développer des protections vraiment durables. Donc, on a créé des sous-secteurs de la zone agricole avec des règles très strictes, que ce soit, c'est surtout pour des raisons écologiques, mais aussi paysagères. Et sur la diapo d'après, je crois qu'on voit une zone donc, dont je vous parle, une zone agricole protégée. Et ce que je voulais aussi vous dire, c'est qu'on l'a couplé avec d'autres outils qui dépassent le strict cadre du PLU. Là, par exemple, c'est doublé avec une zone agricole protégée. Et sur la ceinture verte, je crois que c'est la slide d'après, ce qu'on appelle la ceinture verte.
c'est pas ça d'appel, mais peu importe, sur une autre partie de la zone agricole qui a été identifiée comme enjeu dans le cadre du programme alimentaire territorial. Là, on travaille avec le Grand Avignon pour éventuellement aussi développer des outils de protection de la zone agricole. Voilà, j'en ai terminé. Je suis allée très vite, mais ça permettra au moins à mon directeur, M. Martin, de aussi pouvoir s'exprimer. Merci beaucoup. C'est M. Martin maintenant qui va illustrer de façon concrète cette très belle démarche. En moins de 5 minutes, malheureusement. Oui, bonjour à tous. Je vais aller très vite parce que je crois qu'on a à peu près consommé notre temps, mais simplement, c'est une déclinaison un petit peu opérationnelle qu'on voulait vous présenter à la fois donc, pourquoi est-ce qu'on a modifié toutes ces règles au niveau de notre projet de PLU et puis comment ça se décline au quotidien dans les discussions qu'on a avec les opérateurs et dans les décisions qui sont amenées à être prises par notre gouvernance en matière de foncier ou d'opérations d'aménagement. Donc, sur ce plan, sur cette vue aérienne assez sommaire, on a dessiné en vert en fait, ce qu'on appelle nous le fer à cheval, c'est la zone agricole qu'on souhaite protéger autour du quartier périurbain de Montfavet. Donc, Montfavet est dans Avignon. Cette zone agricole est dans Montfavet, de ce quartier de Montfavet. Et donc, on est vraiment en plein cœur de la commune, même si ça ressemble en tout point à une commune périurbaine. Donc, en vert, la zone agricole. En bleu ciel, le technopole, donc, qui joue d'une certaine attractivité sur notre territoire. Là, ici, je ne sais pas si vous voyez mon pointeur, également une zone commerciale, et puis le centre hospitalier de Montfavet. Et puis, en rouge, ce sont deux OAP, avec en violet sur la ZAC de Bel Air, en fait, une extension, enfin une OAP qui se décline au-delà du périmètre de ZAC dessiné en rouge. Donc, tout ça pour vous expliquer qu'à travers l'ensemble de ces outils, donc réglementaires, OAP, les différentes sectorisations dans le PLU du territoire, déjà, on a un cadre réglementaire qui s'applique et qui permet donc d'orienter, on va dire, les opérateurs, les différents prospects et les propriétaires fonciers vers une action plus intéressante sur le territoire. Donc, en fait, sur ce secteur de Montfavet, on mobilise l'ensemble des outils. Vous parliez d'urbanisme négocié, M. Jarlier, tout à l'heure en introduction. Et c'est vrai que c'est une démarche nouvelle qui a été entreprise sur le territoire avec un portage politique fort. Ça fait partie de la feuille de route qui m'a été fixée dès mon arrivée par Madame le maire Cécile L. Et je travaille au quotidien avec M. Gontard et avec mes équipes, avec les opérateurs immobiliers et avec les propriétaires fonciers lorsque c'est nécessaire pour leur expliquer cette démarche donc, qui repose sur effectivement un PLU qualitatif. Donc, je vous ai récapitulé ici quelques éléments qui sont extrêmement importants donc, sur le volet foncier et sobriété foncière de notre projet de PLU, mais également sur d'autres outils, et notamment pendant la phase d'élaboration de ce PLU, puisqu'on passait d'un PLU assez désuet à un projet de PLU où on change quand même complètement de paradigme. Nous avions défini des périmètres d'études et de sursis à statuer sur les grands gisements fonciers de notre territoire. Et ils ont donné lieu, effectivement, comme leur nom l'indique, à des études de faisabilité qui permettent ensuite d'opposer un sursis à statuer au dossier de permis de construire qui seraient déposés un peu contre l'avis des communes. Donc, à partir du moment où la mairie d'Avignon s'est dotée de cet outil-là, ça a rééquilibré un petit peu le jeu de rôle entre certains opérateurs et la mairie, et puis certains opérateurs ont repris le soin de discuter en amont du dépôt de permis avec les services de la commune. Voilà, puisque nous avons un service commun ADS qui est en charge de l'instruction pour l'ensemble des communes au niveau de la communauté d'agglomération, et que donc il y avait des habitudes qui étaient un peu prises de se détourner de la commune pour discuter de programmation et de qualité architecturale, et également de sobriété foncière, bien évidemment. Également, nous avons entrepris donc en lien avec l'EPF, il y a un partenariat qui a été soudé de manière extrêmement forte
et on a des conventions d'intervention foncière qui ont été développées sur de nombreuses de ces emprises où nous avions décidé un périmètre d'études des surfaces à statuer. Ça a été également extrêmement important, et notamment sur ce quartier de gare de Montfavet, puisque c'est un quartier où il n'y avait pas une grande maîtrise foncière de la part de la commune, pas d'anticipation très en amont, bien que ce projet d'urbanisation de cette dent creuse juste à côté de la gare de TER date en réalité d'il y a une vingtaine d'années, voire un peu plus. Bien, il n'y avait pas de maîtrise foncière de ces d'étalement plus importants. Donc, ça a été vraiment un travail quotidien de lien avec l'EPF pour arriver à maîtriser les différents étalements fonciers. Donc, il y a une grande maîtrise aujourd'hui. Je vais passer assez rapidement ensuite sur les diapos que j'avais prévu de vous présenter. Mais là, dans notre PLU, sur toute la partie économique, et les zones commerciales, pardon, on a donné un peu le cap, notamment avec des illustrations qui permettent vraiment de voir où est-ce qu'on en est aujourd'hui et où est-ce qu'on veut arriver demain. Donc, ce n'est pas aussi simple que de le dessiner, mais ça nous donne quand même un outil assez robuste. La charte d'urbanisme commercial qui permet d'indiguer effectivement cette mécanique inexorable d'étalement de ces zones commerciales qui viennent un peu à l'encontre de la dynamique de redynamisation des centres urbains. Bon, là, c'était une diapo qui présentait le projet de quartier de gare et la manière dont il vient structurer, on va dire, la revitalisation urbaine du noyau villageois de Montfavet autour des lignes de force qui sont le chemin des canaux, la présence de la gare transformée en pôle d'échange multimodal, des équipements sportifs qui sont très fréquentés. Et puis, bon, vous avez des images de référence qui permettent de redonner un peu le ton, voilà, de la qualité, même si on est dans une densité contrôlée. Et il faut aussi toujours redonner une image de qualité. Voilà. Et donc, l'OAP, ça c'est une illustration qui met en évidence le fait qu'on peut aller quand même sur un peu plus de détails sur les jeux de hauteur, donc, que dans un règlement, puisque là, on est allé, vous le voyez, en rose clair, on est sur du R+1 pour faire le lien avec les maisons individuelles, les pavillons, ensuite R+1, R+2, puis R+3, dès qu'on a la possibilité. La maîtrise foncière avec l'EPF, je l'ai cité, et en bas à droite, vous avez la complexité, on va dire, de notre foncier sur ce secteur-là. Et donc, j'ai bientôt fini. Une petite illustration, on va dire, des démarches d'urbanisme négociées. À gauche, donc, vous avez... donc, c'est un projet d'un opérateur qui va un permis de construire qui va être déposé bientôt. Au départ, pendant le premier confinement, on avait des réunions de travail. Ils envisageaient de faire un programme de 100 logements sur deux terrains en fait, qui sont en limite immédiate du projet de ZAC du quartier de Gare-Montfavet. Bon, là, sur le plan de masse à gauche, on voit qu'ils étaient déjà passés à 77 logements, mais on voit des formes urbaines qui sont voilà, des plots, et on imagine derrière des logements, donc des plots divisés en 4, hein, on va dire, de manière assez classique. Puis, ça c'est venu un petit peu se dédensifier avec un projet de 65 logements, un peu plus de logements traversants, des extérieurs peut-être plus soignés, mais toujours sur le bâtiment au nord-ouest, même s'il y a un épanelage qui venait se mettre en place, on restait quand même sur une approche assez peu conforme au noyau villageois. Et on voit à droite 47 logements. En fait, c'est la densité qui est admissible sur ce secteur-là. Et donc, c'est la juste mesure pour nous entre le noyau villageois, les pavillons qui sont non loin, le projet de quartier de gare à côté, qui va permettre de marier à la fois cet enjeu de sobriété foncière, mais aussi de donner une attractivité à la qualité logement, à la qualité architecturale. Et on voit que on se dirige vers un programme assez soigné. Merci en tout cas beaucoup pour ces témoignages concrets, hein, ces exemples concrets qui illustrent une politique foncière extrêmement ambitieuse dans le nouveau document d'urbanisme. Eh bien, je vais peut-être laisser la parole à Hélène Peskin, puisque nous allons rentrer dans une petite phase de discussion qui va être un peu plus courte que prévu. Et donc, je lui laisse la parole bien volontiers.
Oui, merci beaucoup à tous les trois et même à tous les cinq. C'était vraiment très complet et très complémentaire ces interventions. Je précise que sur l'exemple d'Avignon, ce sera l'objet d'une fiche outil, puisque vous savez qu'on publie désormais à l'issue de chaque session du cercle ce qu'on a appelé nos fiches outils sobriété foncière. Et donc, c'est l'exemple d'Avignon. Les exemples, c'est presque le couteau suisse, là, parce que on a eu beaucoup de solutions différentes qui ont été présentées. Les exemples qui seront mis en valeur et notamment le lien entre le PLU et la programmation urbaine jusqu'à l'opération immobilière dans le cadre en particulier de cette négociation foncière. Donc vous en saurez plus et par ailleurs j'en profite pour dire que les présentations PowerPoint pourront aussi être diffusées sur nos sites internet. Alors avant de prendre les questions qui sont déjà les mains qui sont déjà en train de se lever, je propose de passer la parole à Loïc Linares, qui est maire de Frontignan et vice-président de l'agglomération de Sète, également territoire pilote de sobriété foncière, pour une première réaction. Et puis après, on a Claude Bertolino qui a levé la main et il y avait quelques questions dans la conversation que je vais vous relire. Voilà. Merci Hélène. Oui. Oui, merci Hélène. Bonjour à tout le monde. Merci encore pour l'occasion de pouvoir échanger sur les sujets passionnant et puis indispensable pour assurer l'avenir de nos territoires. Alors j'ai deux réactions, une qui a été du coup finalement amenée par le maire d'Épernay sur le changement de culture, en effet sur les aménagements de nos territoires. Et sur finalement cette période où en effet on construisait, on enrichissait le territoire par la construction et la nécessité de tendre maintenant vers plus de sobriété, mais qui pose des questions en effet sur finalement sur en tout cas ce qui peut être ressenti par certains collègues comme un appauvrissement en effet des territoires. Et ça pose la question du coup du levier fiscal. Je l'avais déjà dit par le passé sur les précédentes réunions. On peut espérer que le législateur se penche à un moment donné sur la question et puisse faire évoluer le sujet. Mais en attendant, nous sommes bien obligés de composer comme nous pouvons sur les territoires. Donc moi, je suis intéressé de savoir si les collègues élus ont utilisé des leviers comme le pacte fiscal, par exemple, à l'échelle de l'EPCI, pour jouer cette carte de la solidarité d'une ville à une autre qui pourrait être contrainte, en effet, enfin, certaines villes qui seraient contraintes par un déficit, on va dire, d'aménagement, et d'autres qui pourraient, au contraire, représenter un avenir pour nos territoires respectifs. Donc, je ne sais pas s'il y a des retours d'expérimentation là-dessus, mais je suis preneur. Et la deuxième, elle est un peu plus liée au réglementaire. Et donc, là, la présentation qui était faite sur l'analyse foncière parcellaire est tout à fait intéressante. C'est vrai que nous, c'est une question qui a été soulevée en interne chez nous au niveau de cette agglomération Méditerranée. On n'a pas forcément aujourd'hui les moyens humains en interne pour réaliser un tel travail. Donc, je voulais savoir si ça s'était fait en effet dans le cadre des révisions des PLU ou si ça a été fait en interne ou en soutien grâce à l'extérieur, un bureau d'études notamment. Et puis, dernière question, mais liée à celle-ci, c'est comment, puisque nous n'avons pas, nous, par exemple, de PLUI encore sur notre territoire, nous y travaillons, mais il n'est pas encore en action. Est-ce qu'à travers le SCOT, qui est par contre en révision chez nous, on peut tout de même en effet orienter, cadrer certaines parties du territoire pour pousser et inciter les collègues maires là, à travailler sur ces dispositifs d'analyse foncière un peu plus fines pour travailler sur le renouvellement urbain. Voilà mes réactions et mes questions du coup par rapport aux différentes présentations. Je vous remercie. Merci, ça fait déjà 3 questions. Je propose que messieurs Leroy et Gontard, peut-être, ou leurs équipes, puissent donner quelques éléments de réponse et puis après on refera un tour de questions. Alors, on n'a pas mis à Épernay, à l'agglomération d'Épernay, d'outil fiscal de compensation. On le fait sur le foncier professionnel, enfin la fiscalité professionnelle évidemment, parce qu'on était en TPU, donc on est passé en fiscalité professionnelle unique. On le fait sur des sujets comme les ENR, les éoliennes par exemple. Le revenu des éoliennes est partagé et redistribué, mais on ne l'a pas fait sur des problématiques foncières et des développements liés à l'habitat d'une manière générale. Donc, on reste dans un régime assez classique de ce point de vue. Voilà pour la première question. Je laisse peut-être aux autres le soin de répondre aux autres questions que vous avez posées. Oui, sur les documents d'urbanisme,
C'est plutôt la question d'Avignon, sachant qu'Avignon est encore sur un PLU. Hein, vous l'avez vu, c'est pas un PLU intercommunal. Mon appartenance à l'administration centrale du ministère devrait m'obliger à dire qu'il faudrait s'orienter vers un PLU intercommunal, mais on a vu que le territoire était pas uniquement une ville-centre, hein, puisque vous avez un territoire relativement étendu à l'échelle communale. Peut-être pour Avignon, répondre sur les documents d'urbanisme, justement. Oui, cette étude sur le gisement foncier a été réalisée à l'occasion du travail du PLU, avec notre agence d'urbanisme qui est l'ORAV, qui a développé une certaine expertise sur ce sujet et qui, je dois dire, est extrêmement éclairante pour les décideurs publics puisqu'elle nous permet vraiment de scénariser ensuite les démarches et de rendre les plus lucides les prospections que l'on pourrait faire sur l'accueil de nouveaux habitants. Donc, c'est un travail en opportunité pour pouvoir préparer les modifications réglementaires et se disant ceci est la bonne voie parce qu'on a les chiffres qui nous permettent de nous l'assurer. Concernant la fiscalité, rapidement et en 2 mots, pas d'initiative originale de notre côté, simplement une réflexion sur la taxe d'aménagement qui est en cours, mais preneur de novations qui pourraient revenir en retour d'expérience. Je reviens sur Épernay. Sur le PLUI, il n'existe pas à ce jour. On a fait une tentative l'année dernière infructueuse. On sent dans les conseils municipaux des petites communes comment dire, une crispation sur le sujet. Ils craignent en fait d'être dessaisis du pouvoir de l'urbanisme réglementaire. Bon, je pense que les choses se feront assez rapidement parce qu'on est tout près de la majorité, mais il y a un énorme travail d'explication, de sensibilisation à faire, quand j'ai évoqué tout à l'heure en disant que l'obstacle, il était beaucoup chez les élus locaux, et ce n'est pas de leur faute, tout simplement parce que ce sont des concepts, la sobriété foncière, qui n'ont jamais existé préalablement, qu'il faut expliquer le pourquoi du comment, qu'il faut expliquer également que ça ne veut pas dire le fait d'être privé demain des mêmes possibilités de foncier qu'hier, de développement foncier qu'hier, ça ne veut pas dire qu'un développement n'est pas possible. Il faut, d'autant plus que toutes les études montrent qu'on peut aujourd'hui facilement déconnecter le développement économique du développement foncier. C'est-à-dire que des territoires qui étaient en repli économique ou en repli démographique ont pour autant continué à accroître leur consommation de foncier. Donc il y a un vrai problème là national. C'est parce qu'en France, on a longtemps considéré c'est parce qu'en France, on a longtemps considéré que, si vous voulez, on avait de l'espace, donc il fallait s'étaler, c'était la norme. Donc le mouvement inverse est d'autant plus difficile à engager que voilà, il faut transformer culturellement nos élus. Il faut leur apporter des éléments permettant de voir autrement la réalité, et à ce moment-là, c'est productif, mais les élus sont sans aucun doute un outil qui doit permettre de partager cette vision, cette nouvelle vision des choses. Merci beaucoup. Alors, il y avait Claude Bertolino, la directrice générale de l'établissement public foncier de PACA, qui avait levé la main. Je pense qu'il faut quand même lui laisser poser sa question. Et puis, j'en profite pour lire celle qui est dans la conversation. Comment dialoguer avec les habitants sur ces questions de sobriété foncière? Peut-être qu'on peut joindre les 2 questions. Claude, c'est à toi, et puis après, on passe à la question. Oui, bonjour à toutes et tous. Très rapidement, pour l'établissement public foncier, rappeler que le Grand Avignon est un territoire interrégional et interdépartemental. Donc, effectivement, par rapport à un document de planification intercommunale, ça emporte aussi là les élus du Gard et de l'Occitanie. Donc, effectivement, le rappeler comme une difficulté. Moi, ma question peut porter sur les friches, parce qu'on a bien vu, effectivement, dans le cadre des 2 éditions du plan de relance, Avignon a pu bénéficier d'un fonds friche État sur un foncier porté par l'EPF et qui était plutôt à vocation économique. Et effectivement, évoquer le fait que sur les 6 fonds friche dont ont bénéficié des communes cœur de ville, il n'y en a que 6, entre guillemets, 6 opérations sur les opérations cœur de ville. Et dont une notamment sur la partie économique sur Avignon. Et donc, comment on peut identifier, par rapport à ce qui vient d'être évoqué sur notamment Épernay et l'intercommunalité autour d'Épernay, la sobriété foncière versus emploi versus logement. Autant on parle régulièrement du nombre de logements à l'hectare, on a beaucoup plus de mal avec le nombre d'emplois à l'hectare. Et est-ce qu'à travers le fonds friche et les PLU intercommunaux et les gisements fonciers, on ne pourrait pas avoir cette ambition-là d'avoir un nombre d'emplois à l'hectare? Merci à tous.
Bien, merci. En tout cas, il y a, je crois, encore une demande de parole de M. Bartolino. Non, on vient de l'avoir, c'était madame. Ah ben pardon. Ce que je propose peut-être, c'est qu'on garde ces questions parce que ça nous fait aussi des thèmes de réunion du cercle. Je pense notamment aux deux qui ont été largement soulevés, celle de la fiscalité et de l'enjeu fiscal finalement pour arriver à obtenir des stratégies de sobriété foncière efficaces. Et puis celle de l'emploi à l'hectare ou de la ville productive, sujet qu'on connaît un peu aussi en tout cas, et qu'on se réserve d'autres sessions peut-être pour évoquer ces deux thèmes afin de pouvoir redonner la parole à Pierre et avancer dans notre séance du jour. Merci Hélène. Juste peut-être répondre à la question qui était posée dans le fil de discussion sur l'association des habitants, parce que je crois que c'est important. On a des enjeux aujourd'hui qui doivent être partagés, compris, et c'est difficile. Vous imaginez pour les décideurs publics qui sont autour de la table, aller au-devant de populations qui se retrouvent à avoir des zones urbanisées à qui on va dire, ah, mais plus du tout, désormais elles seront naturelles ou agricoles, et la dépréciation de l'actif que cela peut composer. Donc ça suppose évidemment un partage le plus large possible avec la population en avance de phase de ces questions-là, de la tenue de permanence, pour être tout à fait concret, dans les mairies de quartier. Nous, on est allé sur les marchés, on a eu la volonté de diffuser des vidéos que l'on a composées à l'occasion de ce nouveau PLU et qui sont accessibles via YouTube. On a fait le premier Facebook Live pour pouvoir travailler ce nouveau PLU, mais il faut faire œuvre d'un maximum de pédagogie pour faire comprendre ces enjeux. Parce que croyez-moi, ils ne sont pas intuitivement acceptés et à force de compréhension et de projection pour la génération d'après, ils peuvent devenir une évidence. Mais ayez le soin de faire ce travail exhaustif, sans quoi il deviendra indigeste. C'est beaucoup pour cette précision qui est plus qu'une précision, c'est absolument essentiel. C'est toute la question de l'acceptabilité par la population qui est en jeu, évidemment, sur ces nouvelles démarches. Et évidemment, plus on concerte, plus on fait de la participation, plus on construit, plus on va vers les gens, plus on a des chances que cette culture de la sobriété foncière soit en place. On va enchaîner